Bonjour à tous et bienvenue dans la quotidienne. Aujourd'hui, nous allons donc à la rencontre de Marjorie, une sculptrice de l'île d'Iaï. Nous verrons que cette jeune fille a développé son activité tout en restant chez elle. Donc nous verrons tout ça dans notre rubrique C'est bien de chez nous. Ensuite, nous parlerons dépôt de livres dans notre rubrique Job Éducation. Alors qu'est-ce que c'est? Découverte dans notre rubrique avec Marie-Hélène. Et enfin, pour notre rubrique Fin bon, nous vous proposons donc la recette du pain igname effectué par nos jeunes du lycée Jean 23. Pour le retrouver, notre invité du jour. Alors, je reçois Sandrine Guittier. Bonjour. Bonjour Elise. Alors, vous êtes leader du groupe Nairouz avec Rose. Alors, aujourd'hui, on est là pour parler de la sortie du deuxième album de votre groupe de musique. Mais avant de parler de l'album, est-ce que tu peux nous parler du groupe Nairouz? Quand est-ce qu'il a été créé? Pourquoi vous l'avez créé? Donc, il a été créé, on va dire, en 2009. Ça a commencé en 2009. Il a été créé pour essayer de rassembler les filles de notre tribu parce que bon, on aimait bien rester ensemble et passer du temps, de bons moments ensemble, quoi. Alors dans le premier album, vous n'étiez que 3. Aujourd'hui, vous êtes plusieurs filles. Pourquoi ce choix? Donc le but, donc c'était toujours dans un but de rassembler les gens. Et donc on voulait aussi essayer de montrer quelques talents cachés parmi nos sœurs, nos nièces, nos cousines. Donc on a voulu partager voilà, la musique avec d'autres filles, quoi. D'accord. Et ce sont essentiellement que des filles de la tribu de Khodje, oui, à Lifou? Oui. D'accord. Pourquoi faire que ce choix? Parce que c'est que la tribu. Est-ce que vous avez, on va dire, un jour fait appel à d'autres filles pour venir jouer? Non, vous avez vraiment envie de valoriser les filles de la tribu? Voilà, c'était pour promouvoir un peu comme je disais tout à l'heure, les talents cachés. Et parce qu'on se reconnaît dedans, quoi. C'est des habitudes qu'on a depuis notre enfance, de chanter ensemble, et on avait envie de le faire connaître. Voilà, donc on reconnaît bien sûr la couleur rouge et blanc de la tribu de Khodje. Alors qui compose les chansons? Qui sont les musiciens qui sont affichés en fait dans cet album? Donc on va dire que les filles sont plus des interprètes. Donc il y a la leader, la Rose Kofi, qui a une ou deux compositions, mais après on a la chance d'avoir des frères qui nous aident à écrire et qui nous ont donné quelques-unes de leurs compos. Et on a même, bon maintenant je peux parler de Jean-Yves Zéoué. Effectivement, donc je voulais poser la question, on le reconnaît dans ses compositions, dans cet album-là. Donc c'est un auteur, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Jean-Yves Zéoué, c'est on va dire, un auteur et compositeur de la tribu de Khodje qui est décédé aujourd'hui. D'ailleurs, on a envie de lui rendre hommage. Alors, comment vous avez pu avoir ces compositions? Pourquoi avoir fait le choix de choisir ces compositions? Déjà de son vivant, c'est des chansons qu'il a chantées devant nous, qu'on a appris à aimer, et que bon, c'est pas parce qu'il est décédé qu'il faut, voilà, on n'avait pas envie de l'oublier. Donc on avait envie de lui rendre hommage et continuer à chanter ces belles chansons pour faire plaisir à ses parents, à ses frères et sœurs et tous les gens qui ont pu le connaître dans sa vie, quoi. Alors Nairouz, c'est beaucoup de jeux de voix. Quel style de musique vous jouez exactement? Donc c'est très varié. Il y a du reggae, il y a des ballades kaneka. Il y a aussi, bon après c'est vrai que vous parliez des chants des jeux de voix, c'est les chants polyphoniques parce qu'on a baigné dedans dans notre enfance. Nos parents chantaient beaucoup des tempérances au temple et tout, donc on a été très imprégnés. Donc on dit chez nous que la voix est innée ou aujourd'hui ça s'apprend? On va dire que chez nous, voilà, c'est un héritage de nos parents. D'accord. Alors, donc, il y a beaucoup si on parle de thèmes, il y a beaucoup de chansons sur l'amour, sur la tribu de Khodje, donc on entend rouge et blanc un peu dans toutes les chansons. Des thèmes qui reviennent souvent d'ailleurs. Pourquoi ce choix? Parce que c'est un peu le sentiment de toutes, de vouloir véhiculer cet esprit de travailler dans l'amour et dans la joie. Et bon, voilà, c'est un peu à notre image et l'image de nos parents qu'on a souhaité faire ce projet, quoi, aussi. Hein. D'accord. Alors, est-ce que vous avez des prochains rendez-vous qui vous attendent là? Des concerts, par exemple?
C'est plus des représentations familiales. On va peut-être participer, bon, c'est encore à confirmer, mais pour les 50 ans de l'OSI, prochainement, le 8 et le 9 novembre. Et bon, après, je ne vais peut-être pas annoncer trop de dates parce qu'on attend, bon, on va faire un peu de la surprise aussi, quoi. D'accord, mais voilà, c'est une occasion d'inviter le groupe Naïrouz. Un numéro de téléphone peut-être à donner ou un site internet, peut-être que vous êtes sur Facebook également? Oui, vous tapez Naïrouz sur Facebook et il y a le site... voilà, avec tous les contacts qu'il faut pour nous inviter. Voilà. Alors, peut-être une question que je pose à tous les artistes. Que pensez-vous aujourd'hui du statut de l'artiste, tout en sachant que, on va dire, vous le faites, vous faites cet album, vous faites de la musique par passion, hein. Oui, en fait, c'est pas notre gagne-pain, mais je trouve que c'est quelque chose d'important parce que derrière tout ça, bon, il y a des gens qui écrivent et c'est un talent. C'est un talent, ben, il faut qu'il paye, quoi. Voilà, donc l'album est disponible un peu partout. Est-ce que tu as un message à passer aux téléspectateurs qui voudraient justement acheter cet album? Alors, il est dans les bacs, effectivement, partout sur la place de Nouméa. Pour les îles, bah, c'est en cours et bah, qui ne s'impatientent pas trop, c'est bientôt. Voilà, donc merci Sandrine d'avoir accepté cette invitation. Merci Élise. Voilà, donc je vous propose cette fois-ci d'écouter un extrait en acoustique du groupe Naïrouz. C'est un amour né d'un souffle d'un regard de femme, caressant le désir que l'instant nous offre, du doute que l'aurore nous guette pour conclure notre histoire. Maniwa, toi le vrai témoin de l'aventure, laisse-moi ce plaisir intense de suivre le dernier pas de danse de ce vent d'amour. Chassi Félio et ni animilo, des énimaya sanilo, que le nilo, ouda ouda e itino, mazeru malka puilolo. Wow wow, emenelai kepi, la kamuna, anu eni masha, ta senyawa que la yamureso. Deuxième jour de la semaine. Alors bonjour Davina, donc tu es là pour nous présenter l'agenda du pays. Bonjour. Oui, bonjour Élise et bonjour à vous à la maison. Toujours aussi heureuse de retrouver ma copine et puis vous à la maison. Heureusement. Hein. Ça se voit. Donc on va commencer cet agenda avec une petite information qui concerne la loupiote. Tu sais qu'en ce moment elle est en province nord. Effectivement. Ouais. Voilà, donc elle est en ce moment même du côté de Tours. Tout à fait, il y aura un spectacle tout public qui sera proposé donc à partir de ce soir à 17 h. Donc n'hésitez pas si vous êtes du côté de Tours. Ensuite, elle ira du côté de Pointe-Zimier où elle y sera les 1er, 5 et 6 novembre pour des représentations. Et puis voilà, moi je dis que c'est un beau spectacle à voir. Hein, c'est un beau mariage entre l'acrobatie et le théâtre un peu. Et puis ça met en valeur, on va dire, la mer, la terre et puis l'air. Voilà, donc chers amis téléspectateurs, si vous êtes dans le coin, donc ne manquez pas d'aller voir ce spectacle. Et quant à nous, on reste dans le nord, Davina, avec un communiqué en vue de la saison chaude et de la sécheresse qui s'annonce. Tout à fait. Un communiqué qui nous vient donc de la province nord et du Sivom VKP. Il appelle la population à être éco-responsable et puis à économiser l'eau, n'est-ce pas? Il va faire chaud, il y aura de moins en moins d'eau, donc évitez de remplir inutilement plusieurs fois par semaine vos piscines, s'il vous plaît, allez à la mer plutôt, je sais pas. Évitez, oui, pourquoi pas. Évitez de nettoyer vos véhicules aussi, s'il n'y a vraiment pas d'utilité de le faire. Vérifiez que vos robinets soient bien fermés, tout ça dans le but, bien sûr, d'économiser l'eau au maximum. Voilà, donc information importante, il est bon de le rappeler. Et donc, ce communiqué ne s'adresse pas que à la population de VKP, hein, ça s'adresse à tout le monde. Et ensuite, on va où? On poursuit avec notre agenda.
Après, je t'emmène à Koné si tu veux bien. D'accord. Donc, on va parler du Lions Club qui organisera, je vous le rappelle, une soirée dansante le samedi 15 novembre de 20h à 2h du matin. Ça se passera du côté du quartier Pomémy chez monsieur et madame Castavi. Donc, si vous souhaitez avoir des renseignements, vous pouvez appeler le 94 30 10. Les réservations sont possibles jusqu'à ce vendredi 31 octobre. Donc, voilà, une bonne occasion aussi de faire une bonne action. Voilà, une bonne action voilà, en les soutenant. Et donc, on continue avec une information concernant un concours de danse, toujours dans la commune de Koné. Tout à fait, on parle du concours Reste dans le Move, organisé par l'association Évasion. Donc je vous en avais déjà parlé, c'est juste un petit rappel. Sachez donc que vous pouvez participer, ça se passera le 15 novembre et vous avez jusqu'au 1er pour vous inscrire. Une petite note quand même de la part du comité organisateur, ils peuvent clôturer les inscriptions avant s'il y a le nombre de participants qu'ils espéraient, prévu. Pardon. Donc si vous souhaitez entre-temps avoir des infos, vous inscrire, le numéro de téléphone c'est celui-là, le 85 46 02. Il y a également donc une adresse à vous communiquer, donc assoevasion@gmail.com. Je rappelle juste quelques petits détails. Le concours est ouvert à tous à partir de 12 ans. J'ai du mal, excusez-moi. Donc voilà, tous les styles de danse sont les bienvenus, que ce soit du jazz rock, de la danse tahitienne ou autre. Donc voilà, n'hésitez pas, 2 à 8 participants par équipe. Et puis, il faut préparer 2 danses, donc d'une durée de 2 à 5 minutes. Donc nous deux, on ira faire du boogie. Hein. Pourquoi pas. N'oublie pas d'aller nous inscrire. Ça y est, c'est fait. Ok, merci, d'accord, faut me mettre au courant peut-être. Et ensuite, on continue, donc tu nous emmènes à Marais pour la fête du Wadjouyou. Tout à fait, donc c'est la 9e édition cette année de la fameuse fête du Wadjouyou. Ça a annoncé du 7 au 10 novembre prochain. Donc c'est organisé par le syndicat d'initiative de Négoné. D'ailleurs, ils mettent en place un transport pour ceux qui le souhaitent. Un transport donc par bateau. N'hésitez pas, le numéro de téléphone donc pour les avoir, le 24 22 62. Il y a aussi donc une adresse mail, événement@dil.nc. Donc voilà. Une fête pour aller à la rencontre de la population de Négoné. Voilà, de cordiale invitation à tous. Et pour terminer cet agenda, quelques petites informations brèves. Oui, alors on va commencer avec un peu de sport. Il y a les championnats de France de boxe professionnels qui se dérouleront du côté de la Reine du Sud le samedi 15 novembre. Un combat qui opposera donc Nicolas Dian à Sami Hanouch, à ne pas manquer pour les amateurs de boxe. On continue, on parle de rugby en province Nord. La Ligue de rugby organisera les 18 et 19 novembre prochains son 2e tournoi. Donc voilà, tournoi international de rugby à 7 féminin. Donc allez-y mesdames, ne ratez pas ce rendez-vous. Il y aura notamment 3 équipes fidjiennes, une équipe australienne et puis bien sûr nos cagous sur les terrains. Voilà, donc n'hésitez pas à aller soutenir. Et puis je voulais faire un petit point sur le passage du bibliobus. Il passera donc le 29 octobre du côté de Poniriouin à la tribu de Tchamba de 14h à 16h. Et puis il ira également du côté de Yingen Village le mardi 4 novembre de 9h à midi. Voilà ce que j'avais à vous dire. Voilà, donc la population de Tchamba et de Yingen que je salue au passage. Merci Davina, à demain. Merci Elise, au revoir tout le monde. Allez, on retrouve notre ami Duke pour notre rubrique C'est bien de chez nous. Alors bonjour Duke, peut-être que par rapport aux autres reportages déjà diffusés dans C'est bien de chez nous, donc celui qui va suivre, on démontre un peu plus que l'on peut vivre et travailler chez soi, donc sur nos terres, dans nos tribus et même dans nos villages, tout en exploitant notre patrimoine, donc le patrimoine que les vieux, que nos vieux nous ont légué, donc le patrimoine que la nature d'ailleurs nous offre. Alors même si aujourd'hui on va parler d'une sculptrice, c'est plutôt la démarche de faire un choix et de vivre et travailler surtout chez nous, sur nos terres. Donc c'est ce sujet-là qu'on va mettre en avant aujourd'hui. C'est ça Elise. Alors bonjour Elise, bonjour à tous. Elise, on fait à travers les médias, à travers la presse écrite, tout ça, puis même tous les réseaux sociaux, et tout ce qui se passe au pays, on peut faire des constats assez, pas alarmants, mais enfin si alarmants, mais des constats assez urgents, quoi.
On sait que, on dit souvent que le pays il est touché par différents fléaux comme l'abus d'alcool, quoi d'autre, toutes les maladies cardiovasculaires, le diabète, tout ça lié au mal manger. Maintenant, dernièrement, il y a encore des colloques sur le suicide. Ça, les jeunes, il y a beaucoup de pression, beaucoup de choses qui se passent ici au pays. Et puis, les questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que dans notre façon de vivre notre culture, est-ce qu'on donne les moyens aux jeunes, est-ce qu'on leur propose un peu est-ce qu'on leur facilite plutôt cette option-là, le fait qu'ils peuvent faire le choix entre ce que tu disais, là, vivre chez eux, tout ça, en créant leur propre activité, et puis d'autres, aller travailler en ville avec la pression d'un patron, tout ça. Est-ce qu'on leur montre vraiment qu'ils ont la possibilité de faire ce choix-là? Alors c'est un peu de ça qu'on va parler, Elise. Et puis ce qu'on peut dire aussi, c'est pourquoi un jeune du pays, quel que soit son niveau d'études, pourquoi est-ce que c'est si difficile pour lui de créer son activité chez lui, quoi, alors qu'il a sa terre, qu'il a tout ce qu'il faut chez lui. Voilà. C'est vrai que chez nous, on se met plein de barrières, nous-mêmes, nos vieux, avant de développer, on va dire, le pays simplement et presque d'une façon naturelle. Donc de nos jours, rien que notre écosystème, rien qu'avec notre système de mariage, ça nous endette et nous freine dans notre développement économique et social. C'est vrai, Lise, que là, pour revenir par rapport à tout ce qui se passe dans nos mariages, là, on dépense des millions, on s'endette, certains font des emprunts. Certains font des emprunts, là, les jeunes qui ne peuvent pas, qui ne travaillent pas, tout ça, mais sur les îles, ici au pays, on a l'impression qu'ils ne peuvent pas se marier, quoi. Ils sont freinés parce que voilà, il faut une certaine somme d'argent, il faut un gros tas d'igname, tout ça, alors qu'avant, là, tu le disais, les vieux faisaient les choses simplement, quoi. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, Elise, c'est que aujourd'hui, on a tout ce qui apparaît comme étant des soutiens institutionnels au développement. Tu sais, il y a plein d'aides de la province, plein d'aides de différentes institutions pour aider au développement de notre pays, surtout dans nos tribus, dans nos villages et tout. Et puis, on ne comprend pas, parce qu'il y a toutes ces aides-là, et puis on ne comprend pas pourquoi les jeunes ont encore du mal à se lancer, quoi. Et là, puisqu'on s'intéresse justement à une sculptrice d'UVA, il y a aussi les soucis liés au transport. Bon, le billet d'avion n'est pas donné, sauf pour ceux qui ont la collectivité territoriale. Il y a aussi l'histoire de continuité. Je me suis trompée de mot, les continuités territoriales. Puis il y a les différentes anomalies qui arrivent toujours à notre compagnie. Ça touche aussi le développement du pays. Ça concerne souvent les gens des îles Loyauté. C'est vrai, oui. Tout dernièrement, il y a encore eu des soucis par rapport à, je sais pas, des lumières qui ne marchaient pas sur les pistes. Ou voilà, du coup, il y a eu beaucoup de vols annulés encore. Puis ça handicape complètement la population des îles Loyauté. Il y a aussi les histoires de pistes. Les histoires de pistes qui ne sont pas en normes ou ce genre de choses-là. Et puis voilà, ça handicape tout un pays, parce que là-bas, sur les îles Loyauté, ils misent beaucoup sur le tourisme. Alors comment on peut parler de développement touristique si au niveau des transports, on n'a pas ce qu'il faut pour suivre? Et puis, non seulement en parlant des touristes, on a la population des îles, nos mamans, nos mémés, tout ça, comment elles font pour se déplacer, pour aller se chercher des médicaments à la pharmacie quand elles habitent au bout de l'île, ou comment on fait pour aller déposer un bébé ou emmener un bébé qui a, je sais pas, quand on parle d'urgence médicale, ça, les vieux au dispensaire, comment on fait quand on est handicapé par tout ça, quoi. Et puis voilà, à travers le petit reportage qu'on va voir là, de Marjorie, c'est un peu de tous ces problèmes-là, toutes ces contraintes-là qu'on essaie d'aborder, quoi, de mettre en avant à travers son petit portrait. Alors Marjorie, c'est une frangine Anoudiaï là, qui a osé franchir le pas. Elle a décidé de rentrer au pays, rentrer chez elle, sur ses terres à Lékine Niaï. Et puis voilà, elle a décidé de vivre de sa passion. Créer son activité. Vivre de sa passion de sculptrice. Et puis voilà, je vous propose à vous à la maison qu'on regarde ensemble ce petit reportage, ce portrait de Marjorie, sculptrice à Lékine Niaï.
Donc là, je suis en train de travailler en fait sur une sculpture pour un gîte. Et comme vous pouvez voir ici, ben, ça parle un peu de ce qu'on a concernant la terre, avec les fleurs, mais un peu aussi en avant les animaux de la terre, comme le serpent. Il y a le margouillat aussi derrière. Surtout les animaux emblématiques, quoi. Avec les fruits, mais bon, c'est de l'autre côté. Et la plupart du temps aussi, c'est des thèmes qui sont choisis, comme cette pièce. Donc là, il y a le serpent qui ressort, parce que j'utilise aussi les nœuds du bois pour faire ressortir les motifs à travers les formes qui sont déjà existantes. Donc ce bois-là, avec les deux couleurs, ça permet de faire des nuances, en fait, c'est du gaillac. Quand on le coupe, il y a le cœur qui est marron et après vous avez la surface qui est plus claire. Donc là, ça m'a permis aussi de mettre en valeur les fleurs de tiare qui sont beaucoup plus claires que le fond. Ça permet de le faire ressortir. Et là derrière, en fait, c'est plus une œuvre qui parle de la mer. Celui-là, c'est toujours le même bois, mais c'est un vieux bois. C'est un très vieux gaillac. Et quand il est ancien, en fait, il n'a plus l'aubier. Il a plutôt tendance à virer un peu au rouge, au bordeaux. Et ben, ça m'a permis de sortir aussi les reliefs, parce que c'était déjà des branches qui sortaient là, de chaque côté, comme le toutout, la tortue, c'était des branches qui partaient. Et puis le nautile aussi, donc je me suis servi des nœuds pour travailler un peu avec ça, pour faire ressortir les formes, quoi. Ça aide aussi à avoir déjà une vision du travail qu'on veut élaborer. Donc celui-là, la mer, hein, comme d'habitude, la raie, la tortue, les premières choses qu'on voit ici quand on arrive sur VA. La plupart du temps, en fait, c'est un rapport aussi avec ce que j'ai envie de partager. Il y a toujours un petit message, quoi. Et les symboles qui sont les plus marqués, comme ben, pour les deux, c'est souvent aussi des totems qui appartiennent à des clans, qui sont bien précis, qui ont un rôle ici dans la fonction coutumière et tout. Concernant les bois, en fait, c'est que des arbres qui sont déjà à terre, donc je fais que de la récupération. Et là, j'ai eu de la chance justement d'avoir des vieux gaillacs, mais qui ont conservé leur couleur, alors que c'est très rare. C'est aussi une activité tout en allant dans l'idée du développement durable. Et après, la sûre, tout ce qui est là, les copeaux, tout ça, quand je travaille, tout ça, je remplis dans les poches qui sont ici et c'est redistribué pour les mamans qui font le jardin, tout ça, pour ceux qui ont les toilettes sèches. Donc c'est une activité qui me permet de gagner mon pain, mais aussi qui sert à aider les gens, tout ça, dans leurs besoins. Et ça entretient la nature surtout. Comme ça, c'est bien conservé, quoi. La plupart du temps, pour les œuvres sur lesquelles je travaille, surtout ce bois-là, parce que c'est un des bois les plus durs, les plus imputrescibles. C'est souvent que le gaillac, en fait, il y a beaucoup de nœuds. Et contrairement à d'autres bois qui n'ont aucun sens par rapport à la fibre, la veine du bois, celui-là, il a toujours des contresens, en fait. Donc on est constamment mené à tourner, à changer, à se mettre dans le sens de la fibre. Des fois, je travaille aussi sur des nœuds parce que le gaillac, il a toujours des nœuds, il est tordu, il est rarement symétrique. Comme ici, par exemple, là, le serpent, là, je l'ai fait sortir, mais ça, c'était déjà un creux, en fait. C'était déjà un défaut existant sur le bois. Et des fois, quand il y a des défauts comme ça, il faut aussi penser, réfléchir pour entremêler la forme et s'en servir. Donc, c'est souvent amusant aussi parce que ça permet de pouvoir jouer avec le bois, quoi. J'aime beaucoup quand le bois il a déjà des défauts. Ça permet déjà de sortir les formes parce que je les vois à travers les défauts que le bois il a déjà. Mais celui-ci, il est plus tendre. Quand il a encore les deux couleurs, il est beaucoup plus tendre. J'ai eu plus de difficultés à travailler celui d'à côté parce que c'est un bois qui a été coupé
dans les années 2000 par là et qui est resté vieillir depuis tout ce temps. Mon petit parcours pour la sculpture, c'est déjà dû à mon père, qui lui est sculpteur. Lui, il a été à l'école à Bourail. C'est là qu'il a appris. Et après, il nous a transmis ce savoir-faire, mais bon, j'avais pas forcément envie de le faire au début, quoi. Ma passion pour la sculpture, elle s'est révélée vraiment très tard, bien après, une fois que j'avais fait mes études et tout. J'avais envie, en fait, de pouvoir rester ici sur UVA et puis exercer une activité qui me permettait de vivre ici chez moi, quoi. Et c'est comme ça que, du coup, j'ai décidé de reprendre la sculpture. Reprendre aussi le flambeau par rapport à tout ce que mon père il a fait ici sur UVA. Et puis je reste dans la continuité aussi de ce qu'il avait envie de réaliser. Il a toujours rêvé d'avoir un atelier, tout ça. Donc c'est un peu aussi pour lui montrer que voilà, qu'à travers ce que je fais, je continue à entretenir pourquoi il s'est battu, quoi. J'ai débuté en faisant des petites sculptures de 2 mètres, de 3 mètres, des petites tailles. Et j'allais sur Nouméa à Tina ou à Lansvata, je faisais du porte-à-porte en fait pour les vendre. C'est comme ça que j'ai commencé à établir un réseau. À force de se faire connaître, d'aller chez les gens, leur vendre directement, c'est comme ça que ça a été facile en fait. C'est vrai qu'au début, il fallait souvent frapper aux portes pour pouvoir obtenir quelque chose, obtenir du travail. Là, maintenant, au bout de 7 ans, je me retrouve maintenant plutôt à limiter les demandes. Du coup, je suis quand même contente. Après, je travaille, hein, je fais ça par amour, mais j'entretiens aussi le fait que j'ai la chance tous les jours de pouvoir continuer à exercer ma passion, pouvoir gagner ma vie à travers ma passion. Pour l'instant, je suis la seule fille kanak qui est vraiment active et qui bouge dans la sculpture. J'ai eu beaucoup de mal, c'était surtout mes débuts pour les résidences avec les sculpteurs du territoire. C'est vrai que j'étais souvent montrée du doigt par rapport au fait que je sois une fille, quoi. C'est vrai qu'il y a des régions où la femme, elle n'a pas le droit de toucher le bois, quoi. Il y a des travaux qui sont destinés aux hommes et pas à la femme, quoi. Mais après, si je suis portée aussi dans mon activité, c'est parce que j'ai la chance d'avoir mes oncles qui m'encouragent et qui m'ont toujours soutenue dans mon activité, quoi. Mes oncles et mes cousins. Tout à l'heure, on parlait un peu des problématiques que je rencontre par rapport au travail. C'est vrai que pour celle-là, j'ai été bien retardée. Je devais rendre ça à la fin du mois. Et le fait qu'il n'y ait plus d'essence par rapport aux bateaux, rotations et tout, qui ne sont pas régulières, j'étais limitée avec le petit bidon de 5 litres. J'avais que ça pour pouvoir réaliser le travail. Du coup, j'ai dû économiser l'essence pour faire partir les sculptures les plus urgentes et garder ce qui me restait pour jongler entre les deux, en fait. Je suis vraiment la dernière personne la mieux placée pour être un exemple. Moi, c'est surtout à travers ce que je fais, pouvoir montrer que la femme kanak aussi, elle a beaucoup de possibilités. Parce que ça met en avant aussi notre travail en tant que femme kanak. Parce que la femme kanak, son devoir, il est énorme, quoi. Ça représente beaucoup de travail qu'il y a derrière. Elle a beaucoup de choses à faire. Dans cette vision-là, c'est vrai que là, je suis beaucoup derrière mes petites sœurs, mes cousines, tout ça, et puis mes frères. Parce que j'essaye aussi de leur expliquer que nous, on a la chance, en tant que jeunes Kanaks, d'avoir une terre que les vieux nous ont donnée. Donc on a déjà la terre.
On a toutes ces matières premières qui sont sous la main déjà. Plus une chance qu'on a de pouvoir rester à la tribu et puis travailler et lancer une activité que d'aller à Nouméa et puis chercher un emploi et avoir la maison à trouver. Ma grand-mère paternelle, elle nous a toujours dit que vous partez, vous allez à travers le monde, c'est pour remplir votre valise, remplir votre bagage. Mais quand le bagage il est plein, il ne faut pas oublier de rentrer à la maison. Revenir avec toutes ces choses que vous avez prises à l'extérieur, s'en servir à bon escient. Voilà, donc on voit qu'elle réalise de très belles pièces et on espère que ça va motiver et encourager donc les jeunes à se lancer dans leur activité. Et puisque voilà, Marjorie, c'est une jeune femme qui se lance justement dans cette activité-là. On connaît aussi le problème des femmes ou des mamans qui rencontrent des problèmes liés à la terre et qui n'ont pas, d'ailleurs, qui n'ont pas lieu d'être. C'est vrai, parce qu'on dit souvent qu'ici au pays, on entend souvent que voilà, la propriété foncière, ben, c'est plutôt le masculin qui va en hériter et tout ça. Alors qu'avant, je sais pas, moi, mon grand-père, il nous dit que ce soit ma soeur ou ma maman ou toutes les frangines du pays, là, tout notre côté maternel du pays, mais là aussi, elles ont autant droit à la terre que l'homme, quoi. Et puis voilà, c'est des problèmes aussi, c'est pas des problèmes, c'est des problèmes qui n'ont pas lieu d'être. Et puis là, dernièrement, les instances coutumières là, du pays, à travers le Sénat, tout ça, on parlait de la charte, tout ça. Et puis, il faut se demander comment ils ont pensé ces aspects-là, des choses. Parce que voilà, nos frangines comme... Il y a les fimères, il y a ceux qui ne se marient pas, parce que celles qui se marient partent de chez elles, donc elles ont un terrain avec leur mari, mais celles qui ne se marient pas et qui restent à la maison... Du coup, il y a tout ça cette façon de penser-là qui freine un peu le développement économique, le développement social un peu du pays, ça, on peut dire ça comme ça. Puis à côté, il y a plein d'autres choses. Tout à l'heure, on parlait des transports, mais ils ont toujours pas de quai, toujours pas de bateau. Ça va faire des années que... On sait que la construction elle est en cours, quoi, mais il y a le projet, ça va quand même faire quelques années que le pays il est complètement dépendant de l'avion. Du coup, quand ils n'ont pas d'avion, comment ils font là-bas ouvert, comment on fait pour... Il y a tout ça, quoi. On profite un peu de notre rubrique C'est bien chez nous pour aborder un peu tous ces problèmes-là à travers des petits portraits comme celui de Marjorie. Donc on aura le temps justement de revenir à toutes ces problématiques. Merci Joker. Merci Élise et puis merci encore à vous à la maison et puis courage aux jeunes frangines, aux petits frères du pays qui veulent se lancer chez eux. Il faut y aller, quoi. Voilà. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique, on s'occupe de vous. Alors, bonjour Anna, qu'est-ce que tu nous proposes dans ta rubrique aujourd'hui? Bonjour Élise et bonjour à tous. Alors, avant de vous présenter le sujet du jour, juste une petite rectification par rapport à un sujet qui a été diffusé la semaine dernière. Alors, non, pas la semaine dernière, mais il y a déjà quelques temps, qui parlait de la prostate. D'accord. Alors, en fait, c'était sur l'opération au laser qui était faite en Australie sur la prostate, mais c'est qui n'était pas... uniquement pour le cancer, en fait. Voilà, on ne se fait pas opérer lorsqu'on a un cancer, mais lorsqu'il y a des maladies qui apparaissent sur la prostate, comme notamment l'hypertrophie bénigne de la prostate. Une hypertrophie, c'est tout simplement une augmentation de volume d'un organe ou d'un tissu. Voilà, juste la petite rectification pour le sujet prostate. Et nous, quant à nous, aujourd'hui, nous allons parler santé aussi, mais là, nous allons parler de l'otite. Et en fait, c'est un ORL qui va nous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur les otites. Alors, on a une petite question avant de démarrer sur l'otite. Est-ce que tu peux nous donner la signification du sigle ORL, même si je pense qu'on l'a déjà rappelé dans notre rubrique « On s'occupe de vous ». C'est toujours bien de le rappeler. Alors, si on a oublié ce que veut dire ORL, c'est otorhinolaryngologie. C'est l'étude de l'oreille, du nez et du larynx. Et puis le spécialiste, c'est l'otorhinolaryngologiste. Alors voilà pour le sigle ORL. Et si on a voulu parler de l'otite, tout simplement parce que c'est une maladie qui est assez fréquente ici
On en entend souvent parler des otites en Nouvelle-Calédonie. Et puis aussi parce que ça peut entraîner des complications quand ça n'est pas soigné, justement. Alors, l'otite, ça touche l'oreille. Et puis, quand, parmi les complications, ça peut aller jusqu'à l'opération chirurgicale. On doit se faire opérer. Ça entraîne aussi une baisse d'audition, donc on entend moins bien. On peut être amené à se faire appareiller, donc devoir porter une prothèse auditive. Et puis surtout, on a un suivi, ensuite on doit être suivi dans le temps, je vais dire. Voilà. En tout cas, c'est assez contraignant, donc il vaut mieux éviter d'avoir des otites. Alors comment on peut faire justement? Alors, avant une petite précision, il y a plusieurs types d'otites. Il y a l'otite externe et il y a l'otite moyenne. Alors, pour en revenir au moyen d'éviter, alors pour les bains, quand on va se baigner à la piscine, à la rivière ou à la mer, on peut mettre des bouchons. Il existe des bouchons en silicone, donc comme ça, l'eau ne pénètre pas à l'intérieur de l'oreille. Et puis, il faut avoir aussi une bonne hygiène auditive. Alors, quand je parle d'hygiène auditive, c'est-à-dire éviter les bruits trop forts, les bruits répétés, donc souvent, fréquemment. On peut porter pour ça des protections auditives, des casques qu'on se met sur les oreilles pour se protéger du bruit. Et puis, il faut toujours garder à l'esprit aussi qu'on n'a que 2 oreilles. Nous n'avons que 2 oreilles, donc c'est important de les ménager. Et puis aussi, consulter quand il y a un petit souci, soit une douleur ou une oreille qui coule. Voilà, ne pas attendre, ne pas laisser traîner les choses, tout de suite consulter. Alors, tout le monde peut être touché d'ailleurs par ce problème auditif. Alors, avant de répondre encore à ta question, une autre petite précision. Il y a 2 types de surdité. Il y a la surdité congénitale, donc on est sourd dès la naissance. Ensuite, il y a celle de perception. Donc là, c'est dû au vieillissement, tout simplement, ou alors avec des traumatismes sonores, là, dont je parlais tout à l'heure. Ou encore, on peut attraper des kystes ou des infections, voilà, un peu. Et puis, mais quand même, la première raison, ça reste comme, le vieillissement de l'oreille interne. Et puis, pour en revenir à ta question, qui est concerné? Tout le monde, mais ce sont les jeunes qui sont les plus menacés parce que c'est ceux qui engendrent plus de facteurs de risque, comme ils écoutent la musique fort, souvent avec un casque ou des écouteurs, mais le volume est toujours élevé, donc ça endommage l'oreille. Et puis ce sont eux aussi, les jeunes, qui fréquentent plutôt, enfin le plus, les lieux musicaux, genre les boîtes de nuit, ou alors qui font des soirées, mais toujours avec la musique assez forte, voilà. Donc des risques pour les oreilles. Et puis, il faut aussi signaler que beaucoup de personnes ne pensent pas à faire contrôler leur audition. Et la baisse auditive, ça ne concerne pas que le 3e âge, voilà, on vient de le constater. Et puis, d'après une étude européenne qui a été conduite par un institut qui s'appelle EIMA, il faut s'attendre à une augmentation de 16% du nombre de patients qui souffrent d'une perte auditive supérieure à 25 décibels. Et en Nouvelle-Calédonie aussi, cela touche beaucoup de personnes? Alors, statistiquement, la surdité, elle représente une naissance sur 1000. En Nouvelle-Calédonie, il y a eu ces 10 dernières années environ 4000 naissances par an. Ça fait 4 enfants qui auront des problèmes de surdité. L'association pour la surdité, l'APS, dont on parlait tout à l'heure, regroupe environ 50 familles d'adhérents. Et puis, ils suivent aussi une trentaine d'enfants et puis aussi des adultes. Donc, il faut aussi faire remarquer qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de surdité. Ça peut être une surdité légère ou moyenne, mais qui ne se font pas connaître. Donc, on ne peut pas avoir un chiffre vraiment exact du nombre de personnes qui souffrent de surdité ici. Ensuite, il faut les encourager à consulter, puisque les consultations ORL, il y en a quand même assez... le territoire est bien couvert, et puis les ORL font aussi des vacations en brousse, donc il n'y a pas de souci pour le suivi et la prise en charge. Et NCTV est allé justement à la rencontre d'ORL qui était en consultation dans le Nord, et ça c'est grâce à la caméra d'Aurélie Chiron dont nous regardons le reportage. Je vous en prie. Vous avez mal
mal depuis combien de temps, monsieur Castelli? Ça fait depuis 8 jours, après un bain dans la piscine. Ah, vous êtes baigné, oui. Et puis ensuite vous avez eu mal à l'oreille? Oui. Bon, très bien, on va aller regarder ça. Je vous en prie, asseyez-vous, je vais regarder votre oreille. Et à gauche, vous n'avez pas mal? Non, non. D'accord, on se demandera. D'accord. On va aller regarder cette oreille. L'ORL, c'est quelqu'un qui s'occupe à la fois du nez, de la gorge et des oreilles, de toute la pathologie qui couvre ça. Et les maladies des oreilles qu'on rencontre le plus souvent en Calédonie, bien sûr, c'est les otites. Alors les otites, il y en a plusieurs sortes. Il y a des otites externes, comme le patient qu'on a vu tout à l'heure, des otites très communes, puis il y a des otites moyennes, des otites de l'enfant, où il y a de la fièvre, du pus, avec des perforations de tympan. Mais clairement, au niveau des oreilles, la pathologie la plus rencontrée, c'est les otites externes et les otites moyennes. Otite, ça veut dire inflammation de l'oreille. Donc d'abord, il y a de la douleur. Souvent, il y a de la douleur. Pas toujours, parce qu'il y a des otites un peu particulières, mais d'abord, il y a de la douleur. Donc une otite externe, comme ce monsieur qui est allé se baigner, il a mal quand il touche à son oreille. Il n'a pas forcément de fièvre. Il s'est baigné, il y a des circonstances de survenue qui sont particulières, il est allé dans l'eau, et puis il peut avoir un peu d'écoulement purulent, il a le conduit bouché, il a très mal, et il a l'impression qu'il n'entend pas bien, mais il n'a pas forcément de fièvre. Et là, c'est un soin à faire local. Alors qu'une otite moyenne, celle dont je parlais pour les enfants, il n'a pas très mal, l'enfant, quand je lui touche l'oreille, mais par contre, il a de la fièvre, il a 39. Quand on regarde dans son oreille, on a un tympan qui est tout jaune, qui est inflammatoire, où il y a du pus derrière, donc il est tout jaune. Il est bombant, et donc ça, c'est l'otite classique de l'enfant. Mais on peut des fois avoir les deux. On peut avoir une otite externe et une otite moyenne. Donc c'est là que c'est important d'aller examiner l'oreille. Les traitements, les otites externes, en fait, c'est d'abord de la prévention, éviter les cotons-tiges, de manipuler le conduit, d'aller gratter dans le conduit, d'appliquer des gouttes antibiotiques en fonction du problème qu'on voit. Il y a des otites, des fois c'est des bactéries, des fois c'est des mycoses, des fois c'est seulement un corps étranger, des fois c'est seulement une irritation. Donc on a des gouttes adaptées pour ça, donc ça c'est un traitement médical. Par contre, chez les enfants, les otites moyennes, qui peuvent être plus ou moins compliquées, au début, ça peut être des traitements antibiotiques quand on a une infection dans l'oreille. C'est aussi un traitement de tout ce qu'il y a autour. On voit plus d'otites moyennes chez des enfants qui sont asthmatiques, allergiques, qui ont des problèmes de nez. Souvent, presque toujours, il y a un problème de nez qui provoque l'otite, donc il faut savoir se moucher, il faut savoir laver le nez pour que les enfants aient moins d'otites. Et là, c'est un traitement médical. Lorsqu'on parle d'opération, c'est déjà parce qu'on a une otite qui n'a pas bien fonctionné, on n'a pas réussi à la guérir complètement avec les traitements médicaux. Alors on parle d'opération. Quand on a vraiment une surdité, des tympans bloqués, qu'on a des otites compliquées, qu'on a déjà vu plusieurs fois, on n'y arrive pas, on parle d'opérer les végétations chez les enfants, de faire des parasynthèses quand c'est bloqué, voire, dans le cas extrême, de mettre des aérateurs. Des aérateurs, c'est pour aérer l'oreille quand elle est bloquée. Donc là, on parle de chirurgie. Et le stade encore plus grave, c'est quand il y a des perforations de tympan. Les otites ont été tellement méchantes que le tympan est perforé. Donc là, on parle de greffe de tympan. Et encore plus méchant, l'otite la plus méchante qui existe, qui s'appelle le cholestéatome, c'est un mot un peu compliqué pour dire qu'il y a de la peau qui est rentrée dans l'oreille et elle détruit tout. Elle rend les enfants ou les adultes sourds. Et donc là, on parle de chirurgie un peu plus compliquée, sous anesthésie générale, pour aller enlever cette maladie, pour pouvoir retrouver une oreille à peu près normale. Il y a des choses. Donc sur les otites externes, ce qui est important, c'est la prévention, donc éviter de mettre des corps étrangers, des cotons-tiges, des objets contendants, genre crayons, pince à cheveux, etc., dans les oreilles. Et ça, j'ai tout entendu, il faut vraiment éviter. Et puis le lavage des oreilles, la peur d'avoir des bouchons de cérumen, alors c'est simple, il faut laver avec des petites poires. On trouve ça en grande surface, on trouve ça dans les pharmacies. C'est des sprays pour nettoyer les oreilles, 1 ou 2 fois par semaine. En général, ça nettoie très bien l'oreille. Sécher l'oreille avec un coin de serviette, ne pas les trifouiller à l'intérieur, éviter d'aller mettre du coton, des choses comme ça, parce que ça fait des milieux de culture qui favorisent les infections, surtout quand il fait chaud et humide. Et puis quand on a une oreille qui coule, ou quand on a eu un tympan perforé, vraiment les parents doivent empêcher les enfants d'aller se baigner à la rivière, à la mer, ou dans une piscine, tant qu'il n'y a pas eu un médecin qui a vérifié que le tympan est cicatrisé et fermé. D'accord ? Donc ça c'est pour les otites externes. Les otites moyennes, le mot-clé, mouchage. Il faut que les enfants se mouchent. Quand l'enfant a le nez qui coule, le pus qui coule du nez coule aussi dans l'oreille. Donc les enfants qui ont un nez sain, qui ont un nez propre, qui est bien mouché, ont beaucoup moins de problèmes d'oreille que les enfants qui ont la morve au nez et qui ne se mouchent pas. Alors c'est pas toujours évident chez les petits, mais c'est le rôle des parents de s'occuper de leurs enfants et d'essayer de les moucher. Et c'est des choses qu'on répète et qu'on répète, mais les enfants qui ont un nez qui guérit ont des oreilles qui guérissent. Ça c'est l'otoscope, donc c'est un appareil très simple qui nous permet d'aller regarder dans l'oreille de façon très efficace. Et déjà le diagnostic d'une otite se fait en regardant le tympan. Il n'y a pas d'examen très compliqué pour ça. C'est avant tout l'examen clinique du patient qui compte. L'interrogatoire, il nous raconte, ou le monsieur tout à l'heure a très bien expliqué, il
n'y a rien de plus, tout est dit. Ensuite, on vérifie avec l'otoscopie. Et parfois, on fait des tests auditifs qu'on fait ici pour vérifier si les enfants entendent bien ou pas. Parce que parfois, on a un tympan qui n'est pas si malade que ça et l'enfant dit qu'il n'entend pas bien, ou l'adulte. Et ça peut être aussi un enfant qui est tombé un jour de vélo, il a claqué, il a eu un gros choc, il n'en a pas trop parlé, puis finalement on peut avoir un osselet cassé ou une pathologie qui ne se voit pas au premier abord, puis finalement il y a un trouble de l'audition qui nécessite des explorations complémentaires. Donc dans ce cas-là, on fait des tests auditifs. Voilà, monsieur Castelli, donc vous mettez ces gouttes, d'accord? Oui. S'il y a un souci dans 8 jours, si vous avez encore mal, n'hésitez pas à aller voir votre médecin généraliste, d'accord? Et puis sinon, on se revoit à la prochaine consultation dans un mois lors de mon passage. Ok. Au revoir. Merci. Bonne journée. Allez, au revoir. Voilà, donc c'est du sérieux, hein, tout ça. Et souvent, on prend à la légère, on ne consulte pas, alors que ça peut devenir grave. Hein. Et surtout qu'il suffit d'un geste tout simple. Lorsqu'on a le nez qui coule, voilà, il faut se moucher, faire moucher les enfants. Et puis, voilà, tout simplement pour éviter que ça ne dégénère ensuite en otite et puis que ça peut arriver jusqu'à la surdité. Donc, la prévention, on en parlait tout à l'heure, les bouchons de bain à mettre dans les oreilles quand on va se baigner. Et puis, les consultations au moindre doute, voilà, tout simplement. Et puis, on ne le répétera jamais assez, préservant notre audition, protégeant et soignant nos oreilles. Voilà, donc des adresses ou des numéros de téléphone à transmettre à nos chers amis. Alors, il y a l'association par la surdité, l'APS, qui est, elle, à la BP 10 963 à Nouméa. Vous pouvez aussi les appeler à ces deux numéros qui vont s'afficher à l'écran, le 23 65 16 ou le 79 09 29. Voilà, donc pour ces numéros, merci Yana de nous avoir parlé justement de ces problèmes auditifs. Et à bientôt. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique Fin Ban. Alors au pays, nous la mangeons donc avec le bougna, avec du lait de coco ou encore nous la grillons. Mais aujourd'hui, je vous propose donc une recette originale avec un des produits phares donc du pays. Je vous propose cette recette, donc le pain igname effectué par les élèves du lycée Jean 23 à Païta. Pour faire le pain à l'igname, pour environ 5 à 4 pains de 500 grammes, il faut 100 grammes de farine, 200 grammes de levain, 10 grammes de levure et 2 grammes de vinaigre de miel. Et après, on ajoute 600 grammes d'igname. Tu divises ça par 300 cubes et 300 purées. Et après, on rajoute les quantités liquides comme 300 à 400 grammes d'eau, QS, c'est-à-dire quantité suffisante. Si par exemple on met beaucoup de farine, on rajoute de l'eau. Et 100 grammes de lait de coco. Et pour terminer, on rajoute 30 grammes de sel et 1 gramme de poivre blanc. Pour commencer, il faut éplucher les ignames. Et puis diviser en deux, 300 de purée et 300 cubes. Et ensuite, il faut peser tous les ingrédients, puis mettre dans le pétrin pour la farine, l'igname en purée, le lait de coco, l'eau, la levure et commencer le phrasage. Ça tourne le pétrin environ 3 minutes. Après, il faut contrôler pour être là à côté pour la consistance de la pâte. Après, il faut contrôler la consistance de la pâte pour voir si elle est bonne ou s'il faut rajouter des choses. Il faut laisser pétrir et phraser pendant 12 minutes. Ensuite, il faut ajouter le sel, le poivre blanc, le vinaigre de miel et les 300 grammes de cubes. Et il faut pétrir encore pendant 5 minutes. Après, il faut laisser pointer la pâte pendant 30 à 60 minutes environ, en suivant la température de la pâte en fin de pétrissage, entre 24 et 26 degrés.
On laisse reposer la pâte en fin de pétrissage dans une bassine avec un torchon. On met par-dessus, après on laisse reposer. Entre 20 à 26 degrés. Après le pointage, on va peser et on va façonner, c'est-à-dire mettre en forme de pain. Après, on va mettre dans la chambre de pousse. Je vais mettre dans la chambre de pousse. Après, on va laisser reposer. Pendant que le palinum il est en train de pousser, on va préparer le décor du palinum, c'est-à-dire la mélasse. La mélasse, on fait avec 100 g de farine P55, 50 g de farine de seigle et 2 g de levure. 200 à 250 g de bière. Pour mélanger, il faut émietter la levure dans la bière, la délayer à l'aide d'un fouet, ajouter la farine de seigle tamisée, bien mélanger le tout et verser progressivement la farine blanche tamisée, mélanger au fur et à mesure jusqu'à obtenir un appareil à la consistance d'une mayonnaise. Il ne doit pas couler ni être trop ferme. Laisser reposer 10 à 15 minutes au chaud. Comme ça, il va lever grâce à la levure. Et il faut une spatule et en mettre une couche assez importante. Saupoudrer la farine blanche ou de farine de seigle. Une fois qu'on a fini de préparer la mélasse, on fait cuire le pain pendant 30 minutes à 220 degrés. Alors bonjour Marie-Hélène, on parle de lecture et de livres à travers un dispositif très particulier, donc le dépôt de livres dans les écoles primaires. Oui, bonjour Élise et bonjour à vous chers téléspectateurs. C'est vrai que ce fameux dépôt de livres, il est organisé par la Médiathèque du Nord et en fait il est assez régulier, voilà, puisqu'il s'organise lors de tournées tous les 2 mois, juste après les vacances scolaires. D'accord, et combien de tournées y a-t-il chaque année? Il y en a 5 environ par an, Élise, et donc certaines communes sont concernées par ce dispositif et il faut savoir que ce dispositif-là, il a débuté en fait dans les années 90. D'accord. Alors on connaît le bibliobus, on en a déjà parlé dans notre rubrique avec toi, qui sillonne tout le territoire, on va dire pas tout le territoire, par contre le territoire du Nord, pour apporter une offre de lecture dans les endroits les plus reculés, là où il n'y a ni bibliothèque, ni médiathèque. Mais le dépôt, en fait, je ne pense pas en avoir entendu parler, peut-être un tout petit peu, je pense. Alors pourquoi ces dépôts de livres existent-ils? En fait, comme tu l'as dit, voilà, il n'y a pas de bibliothèque dans toutes les communes. Voilà, l'idée c'est donc d'amener le livre, si tu veux, dans les lieux où il n'y a pas de point lecture, notamment dans les écoles, puisque elles n'ont pas tous une bibliothèque. Et puis, si tu veux, si on veut proposer des livres aux enfants, c'est à la maîtresse en fait de se constituer sa propre bibliothèque. Donc du coup, tu vois, grâce au dépôt de livres, la maîtresse, elle peut proposer des livres à ses élèves. Donc c'est à elle d'acheter les livres
aussi ça pour la classe. Eh bien, si elle décide en fait d'avoir sa propre mini-bibliothèque dans sa classe, c'est à elle d'acheter du coup ses livres, sauf si un budget est dédié, si tu veux, à ça dans les écoles. Hein, ça peut se faire. Mais en général, voilà, c'est à l'instit de se constituer du coup son petit vivier, on va dire, hein, de livres. Alors, si l'équipe apporte justement des livres dans toutes les écoles de proximité, ça doit représenter, on va dire, une quantité astronomique de livres. Eh bien oui, hein, toutes les questions d'organisation, hein, on le verra dans le reportage, justement, ils préparent leurs petits cartons et tout. Et puis, il s'agit aussi de veiller à ce que les enfants ne se retrouvent pas non plus avec les mêmes livres à chaque fois. Ça, c'est certain. Et puis, tu sais qu'il y a aussi des petites surprises qui sont réservées donc aux petits, en fait, aux maternelles, lorsque les dames, elles se rendent dans les écoles. D'accord, c'est-à-dire qu'on leur propose quoi avec les livres, des animations, des spectacles? Oui, c'est exactement ça, Élise. Ils ont droit donc à des petites animations, à des jeux aussi pour donner envie de lire. Et puis on verra aussi dans le reportage que les enfants, ils attendent ce moment avec impatience. D'accord, donc avec cette opération de la médiathèque, tout est fait pour qu'à tout âge, on puisse, comme tu le disais, lire le livre, s'intéresser au livre. Oui, exactement. Hein. Et puis, c'est vrai que les gamins, ils adorent en fait. Hein. Ils adorent toutes ces animations. Quand il y a de l'animation, oui. Oui, toutes ces animations autour du livre. Du coup, ils se familiarisent vraiment avec l'objet. Et puis, il faut savoir aussi, tu sais que la médiathèque du Nord, elle fait partie en fait déjà d'un dispositif qui s'appelle le livre à votre portée. Donc, le dépôt de livres fait partie de ce dispositif-là. Tu as parlé du bibliobus. Et puis, il y a aussi les fameux points lecture qu'on retrouve dans différentes communes aussi. Alors, tu parlais justement des écoles de proximité. Est-ce que tu peux nous dire où elles se trouvent sur la côte? Et pour nos amis téléspectateurs qui ne le savent pas. Alors, les écoles de proximité, elles se trouvent environ dans 8 communes du Nord. Donc, je vais en citer quelques-unes, voire peut-être toutes. Alors, il y a Poix-Dimier. Il y a donc Poix-Dimier, il y a Enghien-Vallée, il y a Enghien-Bord-de-Mer. Il y a également Touault, Poum, Bélep aussi, Élise. Il y a Poney-Riouin, Wailou, Bord-de-Mer et Wailou-Vallée. Et puis, il y a également Kouawa et Ouégoua, Élise. Ensuite, si tu veux, pour cette fois-ci, on va se rendre, nous, du côté de Poney-Riouin, en fait. Voilà, on va du côté de la Tchamba, où se trouve une école. Tu connais? Oui, je connais très bien. D'ailleurs, je salue la population de Tchamba. Il y a également donc, des écoles de proximité du côté de Goyeta et puis du côté de Teouti. Et grâce donc à André Ravel, on va donc se rendre à la Tchamba. Donc, on regarde de suite son reportage. La desserte des livres, ça consiste en fait à apporter des livres dans les écoles de toute la province Nord. C'est une des missions qui a été donnée à la médiathèque du Nord par la province Nord pour le développement de la lecture publique. On fait la tournée des écoles par les moyens de nos voitures de service, nos véhicules de service. Alors, on a 9 agents qui s'occupent en fait de la desserte des écoles. Ce sont les 9 assistants de conservation, les 9 bibliothécaires de la médiathèque du Nord. Et on dessert uniquement les écoles là où il n'existe pas de bibliothèque municipale. Parce que là où il y a une bibliothèque municipale, c'est la bibliothèque elle-même qui se charge justement de la desserte des écoles. Bonjour les enfants. La médiathèque de Poix-Dimier nous rend visite régulièrement pour faire un dépôt de livres, donc en fait 2 dépôts de livres, un à la maternelle et un autre à la BCD du primaire. Donc ces 2 dépôts de livres viennent enrichir un peu la quantité de livres, l'éventail de titres que nous pouvons proposer aux enfants en lecture. En plus des livres qu'on apporte dans les écoles, on propose aussi des animations envers les tout-petits, notamment ceux de la maternelle, les enfants de la maternelle. Donc les animations, ça varie, ça peut être soit on lit un album, soit on raconte des contes en langue ou en français. On fait aussi des petites cantines ou des jeux de doigts, des choses comme ça. Mains en l'air, sur la tête, aux épaules et en avant, bras croisés sur les côtés, moulinés et on se tait.
Quand on arrive dans les classes, on voit déjà que les enfants, quand ils connaissent, ils savent à quel moment on va passer. Donc on les voit déjà quand on arrive dans les écoles, ils sont déjà en train d'attendre en fait le moment où on va raconter l'histoire. Et donc c'est vrai qu'ils ont un réel intérêt pour le livre. Déjà, quand on ouvre le livre, quand on commence l'histoire et tout, ça y est, l'enfant, on l'emmène avec nous dans l'imaginaire, à la découverte d'autres cultures, d'avoir des images aussi dans la tête et tout. L'histoire que je vais vous la lire, c'est l'histoire du petit machin. Tout le monde y cherche, mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Les personnes qui travaillent à la médiathèque, comme Esmeralda, ce sont des gens que les enfants connaissent, parce que justement, ils passent régulièrement. Et déjà, quand on arrive et puis quand on dit aux enfants que l'histoire va commencer, alors ils ont tous, tout le monde connaît, je crois que tous les enfants dans les classes dans lesquelles on passe, la petite formulette, et cric et crac, et mon histoire va commencer. Et cric et crac, mon histoire va commencer. L'animation en lecture pour apporter l'envie de lire aux enfants est très importante justement parce que ça suscite l'intérêt des enfants pour le livre. Ils vont d'abord écouter l'histoire et après, sachant que cette histoire est retranscrite dans un livre, c'est le premier pas vers le livre. Comme vous savez, on est dans un milieu de tradition orale, donc ils ont moins d'avantages à lire des livres, moins de propositions de livres à la maison, donc ils ont une relation plus difficile avec le livre. Et ces enfants-là, on ne peut pas dire qu'ils attendent avec impatience les livres. Par contre, quand ça arrive, ils sont bien heureux de toucher l'objet livre. Et puis, c'est le début d'une aventure avec le livre après. On reviendra la prochaine fois au mois de novembre où on va ramasser tous les livres, même ceux que vous avez encore gardés début d'année. On va tout ramasser. Merci les enfants, vous avez été sages. Je vous remercie beaucoup. Maîtresse aussi, Mathilde, merci beaucoup. Comme ils vont avoir de nouveaux livres et de nouvelles histoires, ils savent que voilà, celle qui vient récupérer les livres, donc à chaque fois, il y a toujours un petit temps où elle raconte des histoires. Donc ils sont très excités parce qu'ils savent déjà qu'ils vont écouter de nouvelles histoires par une autre personne que la maîtresse. Et ils sont très intéressés justement. Peut-être 15 jours ou une semaine avant leur passage, ils appellent chaque école pour prévenir de leur passage, mais également pour pouvoir aussi demander aux instituts s'ils ont des demandes particulières, par exemple s'ils travaillent sur un thème, n'importe quoi, sur les couleurs ou les choses comme ça. Du coup, les agents, ils préparent les livres en fonction du thème que demande l'institut. Quand il n'y a pas de demande particulière, c'est un choix que fait l'agent en choisissant un peu de tous les genres. Il prend par exemple d'albums, les bandes dessinées, les documentaires. Ici, on est dans la tribu de Tchamba ici. J'ai choisi des livres pour faire une petite animation avec les enfants ici. Et ici, les enfants, ils savent quand on arrive, ils sont très contents. Alors, on fait. La formule magique, c'est écrit et crac, mon histoire va commencer. Il était une fois 5 petits chats. Arrive une souris. Il y a des agents là qui sont locuteurs de certaines langues. Et en fait, quand ils arrivent dans un endroit, il arrive que la lecture elle se fasse en langue, ou si ce n'est pas une lecture, c'est raconter une histoire ou faire des petites cantines ou des jeux de doigts. Il était une fois, Wamehi inozai, wamehi itami, wamehi ipai, wamehi iwi, jo wamehi ochamachan, jo itambile tam. Ils attendent les livres avec impatience parce qu'il n'y a pas trop de visites. Comme on ne peut pas aller, on n'a pas les moyens d'aller à la médiathèque, on n'y va même jamais, quoi. Donc c'est le seul moyen d'entrer en relation avec la médiathèque. À part le bibliobus qui vient régulièrement en tribu le mercredi après-midi. Et cric, et crac, mon histoire va commencer. Alors, c'est l'histoire de machin.
Le machin, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un jour, près du grand lac, Bobo l'éléphant ramasse un drôle de machin. Et au fur et à mesure de l'histoire, on va dire on arrive vers la 4e ou la 5e page, on se retrouve avec les enfants qui s'approchent tout doucement, qui tendent l'oreille avec les sourires et tout. Et parfois, on finit la lecture avec les enfants qui sont là, sur nos genoux, en train de nous attraper la main et tout. Puis on les voit avec les yeux, en fait, ils ne quittent plus les livres, les yeux pétillants et tout. Et ça, c'est vrai que c'est un bonheur, quoi, surtout quand on a fait des kilomètres de route pour pouvoir y aller. Alors, ça c'est mystérieux, mais non, ce n'est pas une cape, gros cornichon. Mais non, ce n'est pas une écharpe, grosse banane. Alors, Juju, elle jette son écharpe par terre et va bouder dans la forêt. Et quand on arrête et quand on voit les enfants comme ça, l'intérêt qu'ils portent, comment ils rentrent dans le livre, comment ils accueillent en fait cette animation, et bien ça ne peut que nous redonner encore de la force et puis un nouveau souffle encore pour repartir sur le terrain et puis retourner encore voir ses enfants aussi souvent qu'on le peut. Écris, mon histoire est terminée. Vous en voulez encore une? Oui. Ah. Moi, je veux aussi une histoire. Voilà, les enfants sont aux anges. Ça fait plaisir de voir ça, Marie-Hélène. Hein. On va dire que le livre, encore, nous fait rêver, nous fait voyager. Oui, on va te raconter une petite histoire alors. Oui, moi soir, je veux Élise, bien. Pour t'endormir. Maintenant. J'en ai pas là, comme ça, de bon, mémoire à te raconter. Alors. Oui, et puis tu sais, bon voilà, tu l'as dit, le livre fait rêver, le livre développe l'imaginaire, et puis grâce au livre aussi, on arrive à raconter aussi des histoires. Hein. D'ailleurs, tu as peut-être entendu parler de l'opération qui s'appelle le livre voyageur. J'aime bien le nom de cette opération. Hein, c'est beau, hein? C'est vraiment beau. Alors dis-nous à quoi consiste en fait ce livre voyageur. Eh ben en fait, le livre voyageur, pourquoi ce nom? C'est parce que le principe, c'est de prêter en fait un livre à un enfant donc de maternelle, donc il repart avec le livre à la maison, et puis ben voilà, lorsque son papa ou sa maman a le temps de lire une histoire avec lui, et ben voilà, ils échangent, ils partagent ce petit temps-là, et puis le lendemain, l'enfant, normalement, il est censé raconter en fait l'histoire qu'il a retenue voilà, aux élèves de la classe. En tout cas, c'est une bonne idée. Hein, et puis, ça permet le partage aussi avec nos parents, avec les parents. Exactement, hein, on le sait, raconter une histoire le soir pour s'endormir, hein, Élise, hein, c'est sympa quand même. Bon, nous, on ne le faisait pas beaucoup avant, mais bon, on le faisait dans le salon, mais pas pour dormir. Mais franchement, ça fait plaisir des fois de nous raconter des petites histoires comme ça. Hein, bah oui, ça détend. Et puis, lorsqu'on a un enfant, bah, ça nous permet, de rêver. De rêver la nuit quand tu dors. Quand tu dors bien, c'est que tu as fait un bon rêve, n'est-ce pas? Voilà, on se prépare justement à rêver, à faire de beaux rêves. Et puis, tu sais aussi que grâce à ce dispositif-là, le livre voyageur, et les enfants, ils travaillent la compréhension de texte. Et puis, également, Élise, l'expression orale. Ah bah oui, ça c'est important. Alors, lorsqu'il y a justement des tournées, combien d'agents sont sur le terrain? Eh ben en fait, si tu veux, ils sont pas mal. Hein. En général, il y a comme un turnover, enfin un turnover. Chacun son tour tourne en fait. Et si tu veux, les agents, ils sont 4 en déplacement. Hein. Chaque agent donc a son secteur bien défini. Ils partent en même temps, en fait le même jour, mais chacun va dans une direction différente. D'accord. Alors, tu as autre chose à rajouter concernant ce sujet? Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on sait que le livre est très très présent hein, dans les établissements scolaires, puisqu'il y a également une opération qu'on connaît tous maintenant, Livre mon ami. Grâce à cette opération-là, les enfants ils peuvent lire de nouveaux livres, et puis ensuite ils choisissent, tu sais, le livre qu'ils ont préféré. Et puis, si tu veux, c'est aussi le moyen de découvrir aussi de nouvelles manière de raconter en fait, donc de nouveaux scénarios. Donc voilà, comme on sait que tout le monde ne peut pas s'acheter des livres neufs, c'est un bon moyen d'amener la lecture au plus grand nombre. Et voilà, et si vous empruntez, n'oubliez pas de ramener votre livre à la médiathèque. Qui sait, ça pourrait peut-être intéresser, on va dire, les autres. Quoi. Si vous avez aimé, peut-être que d'autres personnes
vont apprécier ce livre. Donc merci Marie-Hélène de nous avoir parlé de ce petit sujet, ce petit coin de Tchamba qu'on aime. Hein. Merci de nous avoir fait découvrir ce moment. Et on continue ensemble, hein. Tu nous parles des brèves formations, donc des remises à niveau en mathématiques et en français sont organisés pour les demandeurs d'emploi. Oui, alors pour cela, si tu veux, grâce aux remises à niveau, en fait, on peut accéder aux formations et puis aux tests d'apprentissage, Élise. D'accord. Alors quel profil de demandeurs d'emploi peut être concerné? Alors les personnes en fait qui ont peu ou pas de qualification, ou les personnes qui ont été en fait repérées par des conseillers d'insertion professionnelle et qui ont un projet professionnel déjà bien défini et qui a été validé donc par un conseiller d'insertion professionnelle. Alors, est-ce que tu as des dates à donner à nos chers téléspectateurs pour qu'ils puissent s'organiser en fait? Oui, bien sûr, Élise. Alors, les sessions, elles sont prévues donc, du 3 au 21 novembre prochain. Il faut savoir que ça va débuter, toutes les sessions vont débuter en même temps à des endroits différents. Donc, si on habite par exemple la côte océanienne, ce sera donc au collège de Yengen hein, qu'aura lieu donc la session. Il y a donc 10 places de disponibles. Si on habite plutôt du côté des espaces de l'Ouest, eh ben, la formation, elle se déroulera donc au collège de Koné. Là également 10 places de disponibles. Si on habite du côté du Grand Nord, la session se déroulera donc au collège de Ouégoua, Élise, également 10 places disponibles. Et puis pour finir, si on habite du côté du sud de Migné, la formation elle se déroulera donc au groupe d'observation dispersé, que l'on connaît sous le nom de GOD. Hein. C'est en fait une structure, si tu veux, d'accueil provisoire qui fonctionne comme un collège. Et donc là, la formation, enfin la session, elle se déroulera donc au GOD donc de Kwawa, Élise, toujours 10 places de disponibles. D'accord. Et je pense que les participants seront indemnisés, c'est ça? Oui, il y a une indemnité de participation qui est donc proposée aux participants. Et puis, il faut savoir que les frais aussi d'hébergement et de repas hein, sont donc pris en charge donc, par la province Nord. Par contre, pour le transport, il faudra donc vous organiser. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à vous renseigner. Ensuite, le ministère, vous renseignez à quel numéro? De la DEFIGE, hein, c'est ça hein, pour rappeler le numéro. Hein. Oui, c'est ça, Élise. Il faut appeler donc, la direction de la formation et de l'insertion professionnelle hein, de la province Nord au 42 72 27. Voilà, et ensuite le ministère des Affaires étrangères d'Indonésie, donc via le consulat général d'Indonésie, lance une campagne pour une bourse hein, d'études pour justement aller étudier en Indonésie. Oui, alors il s'agit en fait... Hein. Oui, exactement, Élise. Alors, il s'agit donc d'une bourse d'études non diplômante, hein, donc voilà, pour découvrir en fait les arts et la culture indonésienne. Donc, les personnes qui sont intéressées peuvent se rendre en fait à une réunion d'information qui est donc prévue mercredi 29 octobre à 14h30 hein, dans les locaux donc de la mission d'insertion des jeunes qui se trouve donc à Nouméa. Et donc si tu veux, il va falloir constituer un dossier qu'il faudra rendre avant donc le 31 octobre de cette année, Élise. Pour tout renseignement, hein, vous pouvez composer le 23 27 22. Voilà, et on voulait préciser à nos chers téléspectateurs qui ont apprécié le reportage sur le stage hein, pour le contrôle routier des matières plutôt dangereuses. D'ailleurs, c'était effectivement un beau reportage et vous étiez nombreux à nous le partager. Donc, ceux qui ont envie d'embrasser justement une carrière policière, eh ben, ils le peuvent se renseigner à la délégation au recrutement qui se trouve à Normandie, à Nouméa. Exactement, Élise. On va donc du coup en profiter pour leur donner le numéro de téléphone. Donc, chers téléspectateurs, hein, si vous êtes intéressés, vous pouvez composer le 41 39 19. Voilà, notez que pour postuler, aucun diplôme n'est exigé, Élise, hein, pour devenir, par exemple, un cadet donc de la République, donc de la police nationale. C'est le titre en fait, hein, voilà, que l'on donne. Et la personne, elle pourra donc servir en tant qu'adjoint de sécurité. Alors, il faut quand même remplir certaines conditions. Pour pouvoir déposer un dossier. Je vais donner donc quelques exemples, Élise. Il faut être âgé d'au moins 18 ans et de moins de 30 ans. Il faut être donc de nationalité française, jouir donc de ses droits civiques et puis être de bonne moralité, Élise, et puis avoir accompli la fameuse journée défense et citoyenneté que l'on connaît sous le nom de JDC.
Et puis, il faut savoir que la formation elle va durer 1 an, Élise. Alors, la prochaine promotion, qui sera donc la 10e, voilà, elle va commencer en février 2015 et donc se terminer en janvier 2016. Voilà, Élise, c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci Marie-Hélène. Donc, il y a beaucoup de formations, beaucoup d'informations également. Donc, dans la rubrique Job et Éducation, n'hésitez pas à nous appeler s'il y a un souci ou à nous consulter. Donc, par mail, par exemple, laquotidienne@nctv.nc. Merci Marie-Hélène. Merci Élise, bonne journée, au revoir. Voilà, c'est sur ce fou de rire qu'on se quitte. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de cette émission. Tata à tous.